Liftoff. We have a liftoff. 5, 4, 3, 2, 1. Le recyclage, vous connaissez. Mais savez-vous que la NASA, il y a près de 60 ans, avait déjà eu recours à ce procédé ? Entre 1961 et 1972, ce sont 10 Saturne 1, 3 Saturne 1B et 14 Saturne 5 qui se sont arrachés des pas de tir 39A et B du Kennedy Space Center en Floride. En 1970, des coupes dans le budget de l'agence spatiale américaine contraignent les équipes de la NASA à anticiper la fin du programme Apollo et d'annuler les missions Apollo 18 à 20 prévues pour les mois qui suivaient. C'est ainsi qu'en 1972, Apollo 17 est la toute dernière mission du programme à décoller pour la Lune. Mais les missions futures étaient déjà anticipées, les équipages parfois sélectionnés, les composants du lanceur déjà produits, certains même en cours d'assemblage. La NASA se retrouve alors avec plusieurs éléments du corps du lanceur lunaire sur le dos. Puisque le programme Apollo est terminé, 2 choix s'offrent à eux. Tout détruire ou trouver un nouvel usage aux éléments produits. Et c'est bien évidemment ce deuxième choix qui sera retenu par l'agence spatiale américaine. En 1973, alors que les soviétiques rencontrent de nombreuses difficultés dans l'envoi de leur propre station spatiale en orbite basse, la NASA fait décoller le lanceur Saturne V avec, à son bord, le 3e étage d'une Saturne V. L'agence spatiale américaine vient de concevoir sa toute première station spatiale en récupérant le 3e étage d'un lanceur non utilisé. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Cet extrait, tout le monde le connaît. Il est certainement l'un des enregistrements les plus célèbres de l'histoire du spatial. Mais il n'aurait jamais pu être enregistré sans l'existence du lanceur Saturne V. Ce mastodonte de plus de 110 mètres de haut, soit la hauteur de l'Arche de la Défense à Paris, était constitué de 3 étages et de 11 moteurs au total. D'une masse de plus de 3000 tonnes, il était capable de placer des charges utiles jusqu'à 140 tonnes en orbite basse terrestre et 45 tonnes vers la Lune. Lanceur le plus puissant jamais construit, la Saturne V révolutionnait l'exploration spatiale. Mais il révolutionnait aussi ses coûts. Le programme Apollo a coûté dans son intégralité plus de 25,4 milliards de dollars. Des dépenses considérables pour le Congrès américain qui, en 1970, décidera de réduire le budget alloué au programme de la NASA. Il faut savoir que les Américains, dans leur ensemble, commencent à se lasser de cette course à la Lune. Les premiers pas de Neil Armstrong ont été symboliques, exceptionnels, mais les péripéties rencontrées par l'équipage d'Apollo 13 en 1970 amènent à se questionner sur l'intérêt d'effectuer autant de missions vers notre satellite naturel. N'était-ce pas par simple volonté de devancer les soviétiques, régulièrement pionniers dans l'histoire du spatial ? L'opinion publique ne porte pas le programme Apollo dans son cœur et le Congrès américain finit par l'enterrer. Le 2 septembre 1971, la NASA annonce l'annulation des missions Apollo 18 et 19, alors que l'agence spatiale avait déjà indiqué quelques mois plus tôt que la mission Apollo 20 ne verrait finalement pas le jour. À vendre, 3e étage de lanceur Saturne V, jamais servi, excellent état, prévoir treuil pour le déplacer. Voilà l'annonce qu'aurait pu passer la NASA au début des années 70. Du jour au lendemain, de nombreux éléments du programme Apollo leur restaient sur les bras. L'un des projets majeurs de l'agence américaine était alors l'envoi d'une station spatiale en orbite basse. L'Union soviétique l'avait déjà fait en avril 1971 avec l'envoi de Salyut 1. La première station spatiale de l'histoire était restée en orbite 175 jours avant de retomber sur Terre et de se consumer dans l'atmosphère. Ce n'était que le début du programme Salyut, un programme qui allait dans les mois futurs causer de belles sueurs froides aux soviétiques. En 1973, la station Salyut 2, lancée par l'URSS à des fins militaires, est victime d'un violent incendie qui dépressurise l'espace de vie. La station se met à tourner sur elle-même et finit par se disloquer. Fort heureusement, aucun équipage n'était à bord.
Un mois seulement après cet incident, une nouvelle station a été lancée, dans le plus grand secret par l'URSS. Un secret vite découvert par les radars occidentaux, qui baptiseront la station Cosmos 557. Une fois de plus, un problème majeur survient lorsque la station est hors de portée des stations terrestres, rendant impossible la détection de la moindre anomalie. Au cours de son orbite, sans contact avec la Terre, la station allume ses moteurs. Elle consume l'intégralité de ses ergols et devient hors de contrôle. Elle finira par rentrer dans l'atmosphère une semaine plus tard. Skylab prend son envol le 14 mai 1973. Placée sur une orbite circulaire de 436 km, la station commence sa mise en service en totale autonomie. Elle éjecte ses coiffes, dégage ses ports d'amarrage, déploie les supports des panneaux solaires et s'oriente pour permettre l'amarrage des vaisseaux Apollo. Une demi-heure après le lancement, des données inquiétantes sont transmises au sol. Les panneaux solaires déployés ne fournissent que la moitié de la puissance attendue. Il est aussi constaté que la station semble avoir perdu une partie de son revêtement anti-micrométéorite censé également protéger le module des variations de température. Sans une protection thermique efficace, la température du module de la station risquerait de rapidement augmenter, rendant l'espace inhabitable. Alors que la température intérieure de la station atteint 38 degrés Celsius, les ingénieurs décident de modifier l'orientation de Skylab pour protéger la partie endommagée et éviter l'augmentation soudaine de la température. Une température trop élevée rendrait la nourriture présente à bord immangeable. La structure même de la station pourrait être affectée. Le départ du premier équipage est reporté de plusieurs semaines pour pallier à ces incidents. L'équipage de Skylab 2, composé de Pete Conrad, Paul Weitz et Joseph Kerwin, est chargé de sauver la station. Dès leur approche, ils tentent de repérer visuellement les défaillances supposées par les équipes au sol. Ils confirment rapidement que l'un des deux panneaux solaires ne s'est pas intégralement déployé et qu'il est bloqué par des débris du bouclier anti-micrométéorite. Le vaisseau Apollo tente de s'amarrer à la station. Une tentative infructueuse. Après plusieurs essais, l'équipage décide de recourir à la procédure de secours. Il enfile ses combinaisons, le sas du vaisseau est dépressurisé et Pete Conrad démonte une partie des connexions électriques du système d'amarrage. Une fois cette opération terminée, une nouvelle manœuvre permettra une bonne fois pour toutes d'engager les 12 verrous permettant au vaisseau de rester solidement attaché à la station. Durant les 28 jours de mission, les 3 astronautes auront pour mission de déployer un bouclier thermique provisoire à l'intérieur même de l'atelier. Il permettra d'abaisser rapidement la température jusqu'à atteindre 26 degrés, soit 5 degrés Celsius au-dessus de la température visée. Orientés jusqu'alors pour éviter une montée incontrôlée de la température, les panneaux solaires de la station ne permettent pas de produire la puissance d'énergie nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble de ces instruments. La station doit donc être réorientée. Avant cela, l'un des 2 panneaux doit être débloqué. Le 7 juin 1973, Pete Conrad et Joseph Kerwin effectuent la première sortie extravéhiculaire de leur mission. Éclairés par la seule lumière du sas, les 2 astronautes tentent de libérer le panneau solaire. Plus d'une demi-heure sera nécessaire aux 2 hommes pour déclencher le déploiement du panneau solaire qui fera finalement monter la production d'électricité à 7 kW sur les 10 initialement prévus. Les 28 jours de mission ont permis à l'équipage de venir à bout de nombreux incidents, de mener de nombreuses expériences médicales et de recueillir d'importantes données scientifiques sur la Terre et le Soleil, notamment grâce à la présence d'un télescope amarré à la station. L'équipage se désamarrera de Skylab et amérira dans l'océan Pacifique le 22 juin 1973. Mais les défaillances en cascade sur les gyroscopes et les batteries obligent la NASA à avancer de 3 semaines le lancement de la mission Skylab 3 qui décollera finalement le 25 septembre. Les 3 astronautes sélectionnés profiteront d'une mission 2 fois plus longue. En 1979, alors que l'agence spatiale américaine touche à la fin du développement de la navette spatiale et que les stations orbitales soviétiques rencontrent un grand succès, Skylab voit son orbite chuter progressivement. Le rehaussement de son orbite est envisagé, mais le budget consacré aux navettes spatiales ne laisse que peu de chances au programme Skylab d'être prolongé. Dès le mois de janvier, la NASA positionne la station en inertie solaire. Le but est alors de permettre à Skylab de maintenir son orbite le plus longtemps possible alors que le maximum du cycle solaire approche et qu'il est une cause majeure de la perte d'altitude de la station.
Durant plusieurs mois, des changements d'orientation seront opérés afin de contrôler au mieux la rentrée atmosphérique. Skylab finira par se désintégrer au-dessus de l'océan Indien et plusieurs débris s'écraseront au sud-ouest de l'Australie. La toute première station spatiale américaine aura effectué près de 35 000 orbites autour de la Terre en plus de 6 ans et accueilli 3 vaisseaux Apollo et 9 astronautes à bord.